Tout d'abord, merci de votre invitation et de votre accueil. Effectivement, je vais aborder avec vous la complexité des situations de violence et des seuils de signalement, une réflexion qui s'appuie, comme Caroline Toureau vient de le dire, sur mes recherches concernant les violences en institution. Je vous affiche brièvement la référence. Alors, en préalable, il me paraît intéressant de dire que d'une manière ou d'une autre, nous sommes tous confrontés à la violence, et ce qui me paraît essentiel, c'est de réfléchir des modalités de prévention et de gestion de cette violence plutôt que de la nier ou de penser qu'on pourrait l'éradiquer. Alors on peut aborder les situations de violence à partir de plusieurs versants, celles vécues par les personnes accueillies et leurs familles, et celles vécues par les professionnels, qu'elles soient le fait d'un usager, d'un professionnel ou de l'institution. Et c'est là où va s'ouvrir ces questions sur la complexité de ces situations. Parce que ces différentes dimensions, finalement, elles interagissent dans la réalité et on ne peut pas les isoler. Et c'est pour ça que cette violence en institution est souvent beaucoup plus complexe et que, généralement, elle ne se réduit pas à des violences interindividuelles. Alors, dans un premier temps, je vais m'attacher, je vais l'afficher tout de suite, comme ça vous avez pardon. M'attacher à la question de la définition des concepts de violence et de maltraitance, ça fera le lien avec ce qui vient d'être présenté rapidement, mais pour mettre en perspective la multiplicité des termes et des vocables qui sont utilisés pour essayer de saisir le phénomène. On est effectivement dans un contexte où depuis plusieurs années maintenant, l'injonction de développement de la bientraitance questionne les professionnels sur ce qui est maltraitant et ce qui ne l'est pas. Et le constat est assez évident, les situations sont extrêmement variables selon les différentes situations. Et c'est pour ça que la définition des concepts est problématique. Un petit peu d'histoire, depuis plus de 30 ans maintenant, le champ d'intervention de la maltraitance s'élargit par ajout de nouvelles formes de violence. Aux violences physiques se sont adjointes les violences sexuelles et différentes formes de négligence. Puis se sont ajoutées les violences psychologiques et plus récemment les effets sur les enfants de l'exposition aux violences conjugales. Finalement, le terme de maltraitance s'inscrit dans la continuité historique d'un ensemble d'actes ou de situations qui sont abordés à partir d'une multiplicité de termes, que ce soit celui de violence, de mauvais traitement, d'abus, de négligence, et il y en a d'autres. En plus, après avoir plus ou moins remplacé le concept de violence, ça a été dit aussi rapidement précédemment, il est maintenant concurrencé aussi par les notions de danger et de risque de danger. Alors juste pour ouvrir et tirer quelques lignes qu'on va développer, la notion de risque de danger est intéressante puisque là, le danger n'est même pas encore avéré et la question des seuils vient ici bousculer toutes nos représentations puisqu'il s'agirait maintenant d'arriver à anticiper un risque de danger. Le danger n'étant pas encore lui-même déjà un acte violent, mais bien éventuellement une situation qui pourrait le devenir. Alors, élément de formalisation en 2022, avec la loi Taquet, ça a été présenté aussi, qui, on va dire, enfin propose une définition de la maltraitance qui précise une multiplicité de situations. Je vous la réaffiche rapidement. Sans la commenter. Alors, simplement pour dire qu'elle éclaire effectivement tout un certain nombre de dimensions qui participent des situations violentes, que ce soit la vulnérabilité, la dépendance, l'intentionnalité, on y reviendra, ou encore l'origine individuelle ou institutionnelle des violences, mais sans résoudre pour autant la question du seuil qui va effectivement permettre de distinguer ce qui est acceptable ou non. On a déjà vu juste avant que pénalement c'était déjà assez compliqué. Quand on ouvre maintenant la question sur la manière dont on peut le vivre au quotidien dans les institutions, on mesure directement la problématique. Alors pour ma part, je remets
les éléments que je vais aborder. Pour ma part, j'aborde la question à partir d'une approche situationnelle, hein. J'insiste sur le terme de situation, une approche situationnelle des dynamiques de violence, à partir d'une analyse qui va tenir compte de manière indissociable des systèmes de relations, de la subjectivité des acteurs et aussi de leur marge de manœuvre. Alors, petit élément de rupture, cette approche considère que la violence ne peut pas être réduite à un acte isolé. Pourquoi ? Parce que chaque situation est singulière, qu'elle se comprend dans un contexte particulier, à partir de l'analyse des relations d'interdépendance entre les différents individus. Et la difficulté sur laquelle va porter mon propos, la difficulté de l'interprétation, tient au fait qu'il n'existe absolument aucun consensus stable sur une définition précise des seuils de violence et de maltraitance. Deuxième élément de l'approche, je choisis d'interroger le point de vue de l'acteur, parce qu'il permet de comprendre comment, dans les situations de confrontation de normes et de valeurs, c'est le travail de représentation, le travail d'interprétation qui va participer à la définition de ces seuils de violence et de maltraitance. Alors j'aborde ce processus de définition des seuils à partir de différents points, et le premier concerne les figures de la violence. Pardon. Alors, comme je viens de le dire, la subjectivité intervient nécessairement dans la définition de ce qui est maltraitant. Ce qui est vécu comme violent pour l'un peut être banal pour l'autre. Et d'autre part, les seuils de maltraitance évoluent à travers l'histoire et selon les lieux. Ce qui veut dire que ce qui était toléré il y a plusieurs années ne l'est plus forcément aujourd'hui. Et ce qui est accepté dans un secteur ou dans une institution ne l'est pas nécessairement ailleurs. Alors pour essayer de cerner cette approche de la problématique, les professionnels évoquent une multiplicité de critères pour définir cette violence. Donc je me positionne bien du point de vue des acteurs. Ceux de contrainte et d'atteinte à l'intégrité sont les principaux utilisés. Comme le dit cette éducatrice, la violence, c'est quand on fait intrusion dans la sphère de l'autre, de manière brutale et non désirée. La violence, ça peut être des mots. Ne serait-ce que des mots, c'est violent. Violence psychologique et physique. Alors ces critères sont souvent associés au non-respect de la dignité, de l'intimité ou des droits des personnes. Cet autre professionnel l'explique. Ne serait-ce que des petites choses, non-respect de la vie privée, de l'intimité. Je débarque dans la chambre sans frapper ou des choses comme ça. Je pense que ça fait partie aussi de la violence. Alors les professionnels insistent davantage sur les violences psychologiques et morales, ainsi que sur les négligences actives ou passives. Cette violence, selon eux, prend la forme du rejet ou de la dévalorisation de l'autre. Cet AMP le dit. La violence morale aussi, pas que verbale. Des fois, je me demande comment un jeune peut avoir une estime de lui-même, parce que souvent, on a tendance à ne voir que le négatif chez les jeunes. J'entends rarement les équipes parler de façon positive des jeunes. On pointe toujours ce qui ne va pas. Moi, je trouve que c'est une forme de violence, de maltraitance. Alors, ces violences s'inscrivent dans le quotidien de l'institution. Elles sont souvent considérées comme insidieuses, voire invisibles. Donc, plus difficiles à repérer que les violences physiques, mais pour l'ensemble des professionnels, avec des conséquences au moins aussi graves. Cette chef de service l'explique. Il y a une violence douce, celle qui ne se voit pas, mais qui fait tout autant de dégâts que les autres. C'est empêcher aussi l'autre d'être qui il est. Obliger un usager à faire telle ou telle chose, pour moi, c'est une violence. Alors, on retrouve différents modes d'expression des violences, hein. Ils sont même multiples, que ce soit les violences de l'institution envers les usagers ou les professionnels, les violences des professionnels envers les usagers ou entre eux, ou encore les violences des usagers envers les professionnels ou également entre eux. Ce qui est intéressant, c'est de constater que ces différentes formes de violence sont souvent liées entre elles, parce que finalement, elles s'expriment très fréquemment en réaction les unes aux autres. Par ailleurs, dans ces situations, certains facteurs aggravants ou atténuants vont influencer la perception de leur niveau de gravité.
Par exemple, la vie en collectivité ou les dysfonctionnements institutionnels sont considérés comme des facteurs aggravants, parce qu'ils génèrent de la violence envers les usagers ou les professionnels. Ça peut être la violence du placement, lorsque l'institution est vécue comme persécutrice. Son fonctionnement va générer en retour des réactions violentes. On le voit dans un certain nombre de placements par défaut, quand les professionnels n'ont plus les moyens de répondre aux besoins des usagers, il y a un climat de tension qui s'instaure et qui perdure. Également, les contraintes de la vie collective qui multiplient les occasions de confrontation ou les difficultés de cohabitation, tout simplement. Comme le dit cette éducatrice, il y a des règles comme ça qui font partie de l'institution, mais que moi, je pense effectivement peuvent être vécues, en tout cas pour les jeunes, comme une certaine forme de violence. Là, elle faisait référence au timing de la disponibilité des téléphones portables dans un établissement pour adolescents. Donc effectivement, ça crispe un petit peu les ressentis. A l'inverse, les risques liés à des pathologies constituent souvent un facteur atténuant. Quand les professionnels considèrent que la violence des usagers ne relève pas de leur responsabilité ou d'une intention hostile. Alors là, le critère de l'intention, l'absence d'intention, est un critère qui est déterminant parce qu'il permet, selon les professionnels, de mieux comprendre la situation et en même temps, ça en réduit l'impact. Cet AMP explique. C'est cette maladie qui fait que la personne se comporte comme ça. Qu'on l'excuse, non, mais ça permet de comprendre. Alors certains professionnels atténuent, banalisent, voire même nient ces violences quotidiennes. Pourquoi ? Parce que accueillir ces personnes avec leur pathologie, c'est une des missions de l'institution. Ça fait partie du métier. Une professionnelle explique, même si elle a été violente, si elle m'a tapé, si elle m'a insulté, je ressors, je passe à autre chose. Je prends du recul. Voilà, je ne la juge pas. Je peux retourner dans 1 heure avec le grand sourire. Le savoir-être, on est quand même professionnel. Parfois, les professionnels considèrent qu'ils auraient dû prévenir la violence de l'usager. Et une psychologue nous raconte qu'elle estime avoir commis une erreur parce qu'elle n'a pas pu éviter un débordement. Elle raconte « On ne m'avait pas dit, le jeune, il ne faut pas l'emmener dans l'ascenseur. Et en l'emmenant dans l'ascenseur, j'ai pris une claque. C'était pas de sa faute. Je l'ai plutôt bien vécu. J'avais la bonne trace sur les joues, et puis la morsure. C'était pas grave, parce que je n'ai pas saigné. Ça ne m'a jamais touché au point de me sentir pas bien. » Mais cette acceptation de la violence n'est pas partagée par tous. Et au sein des équipes, on voit se construire tout un certain nombre de clivages avec des professionnels qui ne la tolèrent pas. Ils estiment ne pas être là pour se faire insulter, pour se faire taper ou pour subir les conséquences des pathologies des usagers. Une autre professionnelle précise « C'est vrai, je ne me laisse pas insulter. Et je dis à cette personne que, handicap ou pas handicap, simplement de ne pas me manquer de respect. Et s'il faut, je monte le ton pour qu'elle comprenne. » Alors c'est vrai, de manière générale, pour la plupart des professionnels, les violences des usagers à leur rencontre constituent quand même une forme de maltraitance. Ils relatent des insultes, des crachats au visage, des coups ou des menaces au couteau ou au cutter par des jeunes en crise. Par exemple, une éducatrice s'est fait molester parce qu'elle voulait séparer 2 jeunes qui se battaient et quand elle intervient, ils se retournent contre elle. Alors face à la diversité des formes de violence et à la difficulté de définir les seuils de maltraitance, se pose la question du signalement et de l'alerte. Et ce sera mon deuxième point. Pardon. Le choix de signaler ou non une situation s'inscrit aussi dans un conflit de loyauté avec les collègues et la hiérarchie. Et la difficulté de trahir ou non ses collègues. Alors sans être exhaustif, on peut identifier plusieurs freins au signalement. Les professionnels hésitent parce qu'ils ont conscience des conséquences d'un signalement pour leurs collègues. Pour d'autres, on ne veut pas dénoncer quelqu'un parce que c'est de la délation. On ne veut pas être considéré comme une balance. C'est peut-être la peur des représailles. Ou alors pour certains, la méconnaissance des protocoles de signalement. Ou aussi plus simplement la méconnaissance des dysfonctionnements institutionnels. Également, la compréhension du comportement d'un collègue quand on pense que sa pratique peut s'améliorer. Et parfois, c'est le désaccord entre un professionnel qui veut signaler
et un cadre qui ne fait pas forcément suivre l'information. Mais au-delà de ces freins, d'autres éléments interviennent dans la détermination de ces seuils de signalement. Le premier concerne l'élaboration même des protocoles. Les protocoles élaborés par les établissements sont extrêmement hétérogènes, et leurs modalités de mise en œuvre également. On constate que certains professionnels choisissent de gérer les situations en équipe, souvent par oral, et les éventuelles sanctions restent essentiellement internes. Par exemple, un professionnel ne rédige pas de fiche de signalement quand l'usager n'a pas conscience de ses actes. Un autre confirme la banalisation des insultes qui ne sont même plus signalées, que ce soit entre usagers ou envers les professionnels. Ou encore, lorsqu'un événement de faible gravité survient pour la première fois, il n'est pas toujours signalé. Ici, c'est l'absence de répétition qui va être le critère déterminant. Alors, les seuils de signalement reposent en fait sur une gradation implicite des niveaux de gravité. On peut parler d'hiérarchie des légitimités parce que dans ces institutions, toutes les violences n'ont pas la même valeur. Par exemple, ça a été dit en introduction, les violences physiques sont beaucoup plus souvent signalées que les violences psychologiques et les négligences. De la même manière, les signalements de professionnels sont rares, voire inexistants. Et ça, indépendamment de l'identification de pratiques violentes au sein des établissements. Toutes les fiches de signalement concernent presque exclusivement des violences entre usagers ou des violences d'usagers envers les professionnels. Le deuxième élément concerne la diversité des perceptions de la violence, qui est déterminante dans la définition des seuils. Et cette diversité explique qu'une même situation connaît des traitements extrêmement variables selon les établissements. La difficulté tient à la nécessité de prendre en compte simultanément la multiplicité des éléments qui composent chaque situation. Et le choix de signaler ou pas se fait alors dans une tension constante face à l'obligation d'arbitrer entre des exigences qui sont parfois incompatibles. Que ce soit entre la sécurité et le libre choix de l'usager, ou entre le respect des règles de vie collective et les attentes singulières des personnes qui sont accueillies. On observe tout d'abord que les professionnels n'aborderont pas forcément les situations de la même manière selon les contextes et seront parfois plus compréhensifs. Par exemple, selon un chef de service, les situations ne peuvent pas être considérées avec les mêmes références à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'établissement. Il explique. On a forcément un seuil de tolérance biaisé par rapport à la norme, puisque les enfants viennent ici parce qu'ils sont en général violents. La majorité des expressions de leurs angoisses et de leurs troubles psychiques, c'est de la violence. Donc je dirais qu'on a quotidiennement des actes violents. Après, c'est dans l'intensité et la fréquence qu'ils deviennent indésirables. Autrement, la violence s'exprime également plus intensément à certaines périodes de l'année, à l'occasion des fêtes ou des périodes de vacances, quand elle ravive un sentiment de rupture du lien, ou alors l'absence de lien avec la famille. Ensuite, il existe des désaccords entre les professionnels. Ils n'ont pas toujours les mêmes seuils de sensibilité et peuvent être en désaccord sur les limites du tolérable. Les oppositions sur les pratiques éducatives sont directement liées aux représentations personnelles de la violence de chacun. Comme l'explique cet éducateur à propos du réveil des enfants. Le réveil, aussi, ça peut être brutal, maltraitant. Le fait de réveiller de manière douce ou alors, si certaines personnes arrivent, allument la lumière et puis allez hop, debout. C'est vrai que ça peut aussi être maltraitant. Ça dépend vraiment de la personnalité. C'est vrai qu'on a déjà eu un éduc, mais qui n'est plus ici, qui réveillait les jeunes en ouvrant la fenêtre, peu importe la saison, en allumant la lumière, ou des fois même, il enlevait la couette. Alors ça, moi, je considère que c'est de la maltraitance. Enfin, la journée commence comme ça. Bon, faut dire qu'il n'était pas éducateur. On voit bien que la dimension du vécu de la situation est très importante ici, dans la grande variabilité des ressentis. Mais également la référence à la professionnalité, comme dans cet exemple. Surtout, il n'est pas éducateur. Mais aussi la multiplicité des savoirs théoriques auxquels se réfèrent les professionnels dans l'analyse des situations. On le voit par exemple quand on va avoir des approches différentes entre un éducateur et un psychologue, par exemple. Ensuite, on observe que les désaccords s'expriment particulièrement quand il s'agit de sanctionner les usagers ou d'utiliser des techniques de contention.
Par exemple, une professionnelle accepte difficilement la décision d'une collègue de priver de dessert un usager parce qu'il s'est levé de table au cours d'un repas, ou alors de rester, alors que c'était compliqué pour lui de rester assis longtemps. De la même manière, le recours à la contrainte physique partage de nombreuses équipes. Pour certains, il apparaît justifié, pour d'autres, il doit être sanctionné. Une chef de service raconte. La fois où l'éducatrice a tenu le jeune au point de lui faire des marques, mais de belles marques, évidemment, il y a toute une partie de l'équipe qui a dit oui, mais elle a retenu. Et de l'autre côté, une partie de l'équipe, ben non, il faut maintenant juger cette affaire et prendre les mesures qu'il faut. Les professionnels questionnent aussi leurs pratiques personnelles et expriment parfois un sentiment d'être maltraitants, en particulier quand ils sont débordés ou qu'ils estiment eux-mêmes débordés et dérapés. Dans ce jeu croisé des perceptions, de nombreux professionnels confirment quand même la persistance de doutes à propos de la détermination de ces seuils. Une professionnelle explique « On a toujours eu ce problème de limite. Pour certains, ça peut être maltraitant, pour d'autres, ça ne l'est pas. Enfin, où se situe le juste milieu? Telle est la question qui reste en suspens. Quand devient-on maltraitant? On est quand même une équipe, on en parle, on essaye de réfléchir ensemble des situations. Mais c'est vrai que même ensemble, ça reste encore difficile à trouver le juste milieu. » Au-delà de ce doute, il existe quand même un risque à ne pas signaler, ça mérite d'être précisé, parce que lorsque des professionnels font le choix de ne pas signaler une situation de maltraitance présumée, la victime, que ce soit un usager ou un professionnel, conserve la possibilité de le faire en son nom. Et si effectivement, dans l'après-coup, la maltraitance était avérée, ça aurait forcément des conséquences certaines pour les personnes qui savaient et qui n'ont rien dit. Je passe rapidement sur un exemple, des parents qui décident de faire un signalement, de porter plainte contre une éducatrice alors que l'établissement n'avait pas jugé nécessaire de le faire. L'éducatrice avait retenu un enfant qui essayait de lancer un extincteur sur les autres enfants. Elle a laissé des marques sur le bras. Les parents ont trouvé l'intervention trop brutale. Ils ont quand même porté plainte. Ce qui motive quand même un certain nombre d'institutions à renforcer dans leur protocole cette phase d'analyse des situations pour renforcer ce travail au niveau de la détermination de ces seuils. Ce qui nous amène à la question des réponses institutionnelles qui sont faites à cette violence. En 3 minutes. Non. Donc, pour apporter des réponses, plusieurs éléments. Le premier, évoqué par les professionnels, c'est le soutien des équipes. Le sentiment de bénéficier du soutien de ses collègues en cas de débordement sécurise et rassure les professionnels. Un éducateur explique qu'il y a une cohésion d'équipe. Il sait qu'à un moment donné, s'il perd pied dans une situation, des collègues peuvent intervenir pour l'épauler. Ce travail en binôme et de passage de relais est présenté effectivement comme une opportunité pour mieux appréhender les situations et surtout pour limiter les violences à l'encontre des usagers, parce que en cas de difficulté, il facilite le passage de relais, la prise de recul. L'objectif est simple, ne pas se faire déborder, ne pas passer à l'acte, ne pas rendre les coups. Dans des contextes de forte tension, effectivement, des éducateurs ou des professionnels peuvent déborder et avoir tendance à réagir de manière violente avec les usagers. Comme le dit ce chef de service, maltraitance institutionnelle aussi, ça arrive, puisque les situations sont tellement extrêmes, sont tellement radicales qu'à un moment donné, un adulte peut péter les plombs. Alors c'est dit un peu crûment, mais ça rend compte quand même d'une certaine réalité dans les établissements. La maîtrise de soi, la confiance dans l'équipe pour passer le relais sont effectivement des ressources qui sont présentées comme indispensables, surtout quand ses propres limites sont atteintes. C'est considéré comme une compétence professionnelle et effectivement, certains déplorent que tous ne l'ont pas. On m'a relaté l'exemple d'un éducateur qui, quand il était en difficulté, pouvait devenir violent avec les jeunes, mais refuser tout soutien et tout passage de relais parce qu'il vivait ça comme un échec personnel de ne pas y arriver tout seul. Et ce chef de service qui pointe donc cette sensibilisation qu'il fait avec ses équipes. Je dis souvent aux éducateurs que dire qu'on n'y arrive pas ou dire que c'est trop dur ou que ce gamin nous insupporte, c'est un signe de maturité, c'est pas un signe de faiblesse. On essaye, l'équipe de direction, de faire passer ce message.
Deuxième élément, c'est le développement d'une approche qu'on peut dire compréhensive des violences. Ça passe par le travail de reprise des situations de violence dans l'après-coup et qui est considéré comme un moyen de prévention des maltraitances. Un croisement des regards qui permet effectivement d'éviter qu'un certain nombre de situations dégénèrent. Ça permet aussi aux professionnels de désamorcer ou de dédramatiser un certain nombre de situations. Beaucoup le disent aussi, ils découvrent que des collègues sont aussi confrontés aux mêmes situations qu'eux-mêmes. Développer ces espaces de réflexion favorise pour les professionnels la compréhension des violences et surtout l'élaboration de réponses cohérentes. Pourquoi ? Parce qu'on arrive à fixer des repères partagés sur les limites de la pratique. Et il remplit, cet espace de réflexion, une fonction de médiation qui génère de la confiance, avec des retours qui sont, on peut exprimer ses difficultés, on peut bénéficier d'une écoute sans jugement de valeur. Les analyses des situations, je vais conclure, les analyses des situations peuvent s'articuler à une réflexion plus personnelle et qui peut favoriser pour soi la prise de conscience de ses propres violences, et ça réduit le sentiment d'isolement. Alors dans ce jeu-là, avant de conclure, de rappeler qu'effectivement le rôle des cadres est essentiel dans cette organisation du travail. À partir du moment où on se préoccupe de soutenir les professionnels qui gèrent ces situations de violence, c'est eux qui fixent les règles qui vont déterminer et conditionner comment les autres professionnels vont utiliser ou non les fiches de signalement. Et donc, ils ont un rôle primordial dans la manière dont va se structurer et surtout évoluer les représentations de la violence sur le lieu de travail. Je passe rapidement, mais cet exemple était assez marquant, un chef de service qui arrive dans un établissement et qui découvre qu'on pratique les clés de bras sur les jeunes. Il m'explique, je rentre, première fois, je vois des ados au sol, clés de bras, et sa première mesure a été de l'interdire parce que dans son système de valeurs, ça ne correspondait pas à ces seuils de tolérance. Et il explique, il peut y avoir de la contention, mais elle doit être bienveillante. Ce qu'on se dit, c'est qu'on doit contenir physiquement un enfant, mais seulement à partir du moment où il y a une mise en danger de l'enfant, d'un adulte ou du groupe. Voilà, et que cette contention doit viser à protéger simplement. Alors, pas si simple. Chaque situation est singulière. Néanmoins, voilà, c'est une balise, dit-il. Et je conclurai là-dessus.